Donc voici une deuxième vidéo, hein, toujours comme objectif de cette série de vidéos, de déterminer la non-simplicité des groupes d'ordre strictement inférieurs à 240. Donc on avait déjà déterminé à l'aide d'une proposition dans une classe de groupes non simples, mais là on va devoir mettre des critères plus puissants. C'est pour ça qu'on va utiliser les théorèmes de Sylow. Alors je rappelle les théorèmes de Sylow, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles je les avais énoncés et montrés. Alors on se donne un groupe d'ordre P puissance n fois S, où P est un nombre premier, et S est premier avec P. Donc voilà, on écrit l'ordre de groupe de cette manière-là. Alors, le théorème 1, il dit qu'il existe un P Sylow dans G, donc d'ordre P puissance n, par définition. Donc, théorème 1, il existe un P Sylow de G d'ordre P puissance n. Le théorème 2 dit que tous les P Sylow de G sont conjugués entre eux. Hein, c'est-à-dire que si je me prends H et K, 2 P Sylow quelconques, je peux prendre un élément petit g dans grand G, tel que si je conjugue H avec G à gauche, et ben je retombe sur K. Hein, tel que si je fais G, H, G-1 égale K. Et le troisième théorème de Sylow, si je note NP le nombre de P Sylow de G, alors ce nombre divise S. Donc S, c'est le nombre qui est premier avec N dans l'ordre de G, avec P dans l'ordre de G. Et il est congru, et ce nombre est congru à 1 modulo P. Voilà. Et j'avais tendance aussi, dans les vidéos sur les théorèmes de Sylow, de noter S, L, Y, P de G comme l'ensemble des P Sylow de G. P Sylow de G. Donc, forcément, hein, par cette notation, NP, ça va être rien d'autre que le cardinal de cet ensemble. Voilà. Donc ça va aussi nous servir dans son montre. Alors pourquoi c'est aussi important d'utiliser les théorèmes de Sylow pour déterminer si les groupes sont simples ou non? C'est très important parce qu'il y aura une proposition. Donc là, je vais l'appeler la proposition 2, vu que j'avais déjà nommé une proposition 1 dans la première vidéo. Donc proposition 2. Alors si j'ai un groupe fini, donc soit j'ai un groupe fini, et P un P Sylow de G, un P Sylow, alors P est normal dans G si et seulement si le nombre de P Sylow est égal à 1. Et bien là, on aura gagné du coup. Si on montre que pour un G ordre fixé, le nombre de P Sylow est égal à 1, alors, par la proposition, ce unique P Sylow est normal dans G, il suffira juste de vérifier que l'ordre de cet unique P Sylow n'est pas égal à l'ordre de G, et il constituera ainsi un sous-groupe normal propre de G. Donc ainsi, G ne sera pas simple. Donc voilà. Donc on va prouver ça, preuve. Alors, c'est une double implication, donc on va déjà montrer cette implication, donc de celle-ci à celle-ci. Donc, supposons que P est normal dans G. Et on veut montrer qu'il est unique. Pour montrer qu'il est unique, on suppose qu'il y en a deux, et on montre qu'ils sont égaux. On suppose qu'il y en a deux distincts, et on suppose qu'ils sont égaux. Donc,
et soit Q, donc un P silo de G, distinct de P. Voilà. Par le deuxième théorème de Sylow. Hein, par le deuxième théorème de Sylow, ces deux P silo sont conjugués. Donc, par le deuxième théorème de Sylow, il existe petit g dans grand G, tel que je peux écrire Q comme G, P, G-1. Ok? Or, on a supposé que P était normal dans G. Or, P est normal dans G par hypothèse. Donc, par définition, G, P, G-1 égale P pour tout P. Donc en particulier pour ce petit G. Et là, par transitivité de l'égalité, si vous voulez, on a GP, G-1 qui est égal à Q. Et ce GP, G-1 est égal à P. Donc forcément, Q est égal à P. Hein. Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Hein, vu qu'on pourrait dire que par transitivité de l'égalité, puisque l'égalité est une relation d'équivalence. Donc, P est égal à Q. Ainsi, vu qu'on s'était fixé deux P silo distincts, et qui sont forcément égales, puisqu'on suppose que P est normal dans G, le nombre de P silo est égal à 1. Voilà. La réciproque. Alors on va se donner, donc on suppose, hein, la réciproque, supposons que le nombre de P silo est égal à 1. Ok? Donc on se donne un petit G dans grand G. On se donne un petit G dans grand G. Et on se donne un P silo de G. Donc on va le noter P. P, un P silo de G. Alors on sait, en fait, qu'on peut définir un isomorphisme que je vais noter IG, qui va dans l'ensemble des P silo de G dans lui-même. Et qui prend un P et qui le conjugue, un P silo et qui le conjugue. Alors, IG est un isomorphisme. Ah, un isomorphisme. Je vais baisser un peu. Alors, IG est un isomorphisme. Pourquoi? Parce que c'est un morphisme bijectif. Et on peut considérer, hein, pour montrer que c'est un morphisme, c'est très simple, je vous laisse le faire. Et pour montrer qu'il est bijectif, on peut considérer juste IG-1. Voilà. Ainsi, puisque c'est un isomorphisme, GPG-1 est aussi un P silo. Ainsi, hein, par ça, GPG-1 est aussi un P silo. Hein, puisque la définition d'un P silo, c'est qu'il est de cardinal P puissance n. Si je note G comme P puissance n fois S, alors la définition d'un P silo, c'est qu'il est de cardinal P puissance n. Et ça définit un isomorphisme. Donc ça, c'est aussi de cardinal P puissance n. Hein, vu que le P silo est caractérisé par juste sa cardinalité, par définition. Or, on a supposé qu'il n'existait qu'un seul P silo dans G. Or là, on en a deux. Donc ils sont forcément égaux. Donc, or, par hypothèse, NP est égal à 1, donc G, donc ce P silo, GP, G-1,
est égal à celui-ci. Donc, par définition, vu qu'on s'était donné un G quelconque, il est normal dans G. Voilà. Donc ça va être, on a montré la proposition. Donc ça va bien nous servir pour déterminer si des groupes à ordre fixé sont normales ou non. Exemple, si je prends par exemple G égale 15, je peux le décomposer en facteurs premiers distincts, en produit de facteurs premiers distincts 3 fois 5. 3 est un premier, 5 est un premier. Je prends par exemple le nombre de 3 silos. Par le troisième théorème de Sylow, le nombre de 3 silos divise S. Et S, là, c'est 5. Si vous voulez, on peut prendre 3 puissance 1. 3 joue le rôle de P, N joue le rôle de 1, et S joue le rôle de 5. Donc le nombre de 3 silos divise 5, et il est congru à 1 modulo 3, par le troisième théorème de Sylow. Alors, N3 divise 5. Ça implique que N3, le nombre de 3 silos, est forcément égal à 1 ou 5, puisque 5 est premier. Mais, puisque que N3 est congru à 1 modulo 3, dans ces deux possibilités, le seul qui vient, c'est N3 égale 1. Puisque N3 moins 1 est un multiple de 3. 0 est un multiple de 3. 1 moins 1 est un multiple de 3. Donc, N3 est égal à 1, forcément. Ainsi, par la proposition, ce unique P silo, donc ce unique 3 silos, est normal dans G. Ce unique 3 silos est normal dans G. Il est de cardinalité 3. Il est de cardinalité. Donc G est non simple, puisqu'il constitue un sous-groupe normal propre de G. Donc G est non simple. Mais on aurait bien pu aussi prendre le nombre de 2 silos. Le nombre de 2 silos divise 3. Non, le nombre de 5 silos, excusez-moi. Le nombre de 5 silos. Il doit diviser 3. Il doit être congru à 1 mode 5. Les seuls diviseurs de 3 sont 1 et 3. Et parmi 1 et 3, le seul qui est congru à 1 mode 5, c'est 1. Donc le nombre de 5 silos égale à 1. Donc ce unique 5 silos est normal dans G, il est de cardinalité 5, donc G est non simple. Donc là, par exemple, on a déterminé, grâce au théorème de Sylow, que tous les groupes de cardinal 15 sont non simples. Donc c'est très puissant. Par contre, c'est peut-être un petit peu compliqué, des fois, quand il y a d'autres ordres. Par exemple, 26. Je sais pas, c'est 13 fois 2, sa décomposition en facteurs premiers distincts, en produit de facteurs premiers distincts. Si je regarde N2, le nombre de 2 silos, il doit diviser 13. Et il doit être congru à 1 mode 2, donc il doit être impair. Les diviseurs de 13, ce sont quoi? Ce sont 1 et 13, puisque 13 est premier. Et ils sont tous les deux impairs. Donc N2 est égal à 1 ou 13. Et là, on est bloqué. On ne sait pas s'il est égal forcément à 1 ou 13. Donc là, on est bloqué. Donc pour le nombre de 2 silos, ça ne marche pas cette technique. On va peut-être essayer pour le nombre de 13 silos. Alors le nombre de 13 silos, il doit diviser 2, il doit être congru à 1 mode 13. Alors, les diviseurs de 2, là je vais peut-être mettre ici. Là. Les diviseurs de 2, donc si N13 divise 2, ça implique que le nombre de 13 silos est égal à 1 ou 2, puisque 2 est premier. Mais le seul qui est congru à 1 mode 13 parmi ces deux nombres, c'est 1.
Donc ce unique 13 silo est normal d'Angers par la proposition de... Il est de cardinalité 13, donc il constitue un sous-groupe normal propre de G, et ainsi G est non simple. Donc là, ça ne marche pas avec N2, mais ça marche avec N13. Mais des fois, ça ne va jamais marcher. Alors par exemple, 56, ça ne va jamais marcher. 56, c'est 7 fois 8, et 8, c'est 2 puissance 3. Donc là, j'ai décomposé 56 en produit de facteurs premiers. Et à ce moment-là, ça ne va pas marcher. Parce que si je prends N7 par exemple, il doit diviser le reste. Donc je lâche le 7, c'est 2 puissance 3, donc 8. Et il doit être congru à 1 mod 7. Et là, parmi ces deux nombres, il y a deux possibilités. Que N7 est égal à 1 ou 8. Hein, puisque les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 ou 8. 2 et 4 n'étant pas congrus à 1 mod 7, il ne reste plus que 1 ou 8 comme possibilité. Donc là, on est coincé. On n'a pas forcément 1. Et pareil, si on veut essayer pour les deux silos, N2 divise 7, et N2 est congru à 1 mod 2, donc il est impair. 7 est premier, donc les seuls diviseurs de 7, c'est 1 ou 7, et ils sont tous les deux impairs, donc 1 ou 7. Donc là, on est premier, on est bloqué. On est vraiment bloqué parce qu'on peut pas avancer. Et c'est pour ça que je vais introduire une définition assez, comment dire, assez naturelle. Quand on ne sera pas bloqué, je vais dire que mon groupe, il est P automatiquement non simple. Donc par exemple, pour 15, mon groupe est 3 automatiquement non simple, vu qu'on avait forcément N3 égale 1, et ce 3 silo constituait forcément un sous-groupe normal d'Angers, et donc G était non simple. Pareil, pour 15, tous les groupes d'ordre 15 sont 5 automatiquement non simples. Par contre, les groupes d'ordre 26 ne sont pas 2 automatiquement non simples, parce que le 2, il ne marchait pas. Par contre, les groupes d'ordre 26 sont 13 automatiquement non simples. Parce qu'on avait forcément le nombre de 13 silos qui était égal à 1 dans les groupes d'ordre 26. Et là, je vais dire que pour les groupes d'ordre 56, ben, ils ne sont pas P automatiquement non simples. Alors du coup, je vais introduire cette définition. Alors, ça va être une définition. Donc définition. Donc soit j'ai un groupe, soit j'ai un groupe tel que le cardinal de G est égal à P puissance N fois S. Ça donne les mêmes hypothèses que dans le théorème de Sylow. Et là, avec cette fois-ci, avec N strictement plus grand que 1 et S strictement plus grand que 0, et P et S promis entre eux, alors on va dire G est dit automatiquement non, P automatiquement non simple si on a deux conditions. Donc déjà que NP est égal à 1, hein, ça c'est obligatoire. Mais aussi que pour, en fait, tout nombre différent de 1, donc tout entier différent de 1, alors cet entier ne respecte pas la congruence ou la divisibilité. Ne respecte pas, ne vérifie pas le troisième théorème de Sylow. Donc là, on aura forcément, ça sera vraiment le seul possible, de manière automatique presque, de manière algorithmique, et on aura forcément que G est automatiquement simple. Donc ça va être ma définition. C'est moi qui l'ai inventée pour des raisons pratiques. Vous me direz peut-être si elle est évidente, si elle est naturelle pour vous, peut-être dans les commentaires. Et en fait, on a une proposition, c'est que tout
donc ça va être un critère en fait, le critère numéro 1 de ma série de vidéos. Ça va être que tous les groupes G, P, O, alors je ne vais pas dire automatiquement tout le temps, je peux dire aussi P auto simple. P auto non simple. P auto non simple sont non simples. Donc vous l'avez douté, ça ne va pas être très compliqué à montrer. Après, dans ma définition, il y a juste une petite subtilité, c'est que S il peut être égal à 1. Donc on aura P puissance N. Donc si il est non simple, s'il est automatiquement non simple, ce unique P silo, il est égal à 1, il est normal dans G. Mais il est de cardinalité égale à G. Donc il ne diffère pas de G en fait. Ça va être juste ça, il faut juste distinguer de deux cas. Donc on preuve. Donc soit j'ai un groupe tel que l'ordre de G est égal à P puissance N fois S, avec N plus grand que 1, S strictement plus grand que 0, et P et S premiers entre eux. Deux cas possibles. Si S est égal à 1. Alors, l'ordre de G est égal à P puissance N. Mais N, il est positif. Donc il est une puissance de P avec la puissance positive. Et ça, on a vu dans la vidéo 1, je les avais même coloriés en vert. Bah, ce sont des groupes non simples. Par la prop 1, vous renvoie à la première vidéo. G est non simple. Alors, s'il n'est pas égal à 1, si S n'est pas égal à 1, alors, par le deuxième point de la définition, alors là, j'ai oublié de supposer que mon groupe, il doit être P auto-non simple, bien sûr. On montre ça implique ça. Donc, on montre que P auto-non simple implique non simple. Alors, par I de la définition, NP est égal à 1. Et c'est le seul. Donc là, on n'a pas besoin de vérifier autre chose. C'est le seul. Donc, ça implique que ce unique P silo est normal danger par la proposition 2. Il est normal danger. Je crois qu'elle était là. Alors que... elle était là, la proposition 2. Ce unique P silo est normal danger. Et il est d'ordre, par définition, il est d'ordre P puissance N. Mais il est différent de P puissance N fois S, puisque S est différent de 1, il est au moins égal à 2, donc il diffère de la cardinalité de P puissance N fois S, donc la cardinalité de G. Donc il constitue un sous-groupe normal propre de G. Ainsi, G est non simple. Voilà. Donc en fait, pour revenir à ce cas-là, si G est égal à P puissance N, tous les groupes d'une puissance de P sont P auto-non simples, automatiquement. Sont P automatiquement non simples. Donc là, je vais programmer, en fait, avec un ami, c'est mon ami qui l'a fait, il a programmé un algorithme qui permet de lister tous les groupes qui sont P automatiquement non simples. Donc forcément, il y aura aussi les groupes de la forme P puissance N, avec le cardinalité, tous les groupes dont le cardinal est égal à P puissance N. Et donc on va se retrouver tout de suite là sur ordinateur, et je vais vous présenter ce programme, et on va le lancer, puis on aura tous les groupes. Donc il y aura 15 par exemple, ce qu'on vient de voir. Il n'y aura pas 56, il y aura 26, puisqu'il est 13 auto non simple, etc. Voilà le programme qui permet de déterminer les groupes P auto simples. Donc, je vous laisse le regarder. Je ne vais pas l'expliquer là vu que ça mettrait trop de temps. Mais en fait, si par exemple je l'appelle, donc
j'appelle ma fonction avec le nombre donc 240, 239, vu que là, on voit les groupes strictement inférieurs à 240. Et ben, ça va donner tous les groupes P auto simples entre 0 et 239. Ça va donner une liste. Donc là, tout ça. Donc 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15 sont P auto simples. Hein. On a vu un exemple, 15 et P auto simple. On a vu, et non, était 5 auto simples ou 3 auto simples. Et on a vu aussi que 26 était 13 auto simples. Mais aussi, dans les groupes P auto simples, hein, comme je l'ai démontré, il y a aussi toutes les puissances de P. Donc, il y a 4, 8, il y aura 9, etc. Donc là, j'ai une liste, hein, et ça va être... donc je vais la copier et je vais la rentrer dans mon tableau pour mieux qu'on voit les groupes qui va nous rester plus tard. Aussi, cette fonction fait l'appel à une autre fonction, comme vous pouvez le voir. Là, il y a multiplicité. Ça fait prendre en compte la multiplicité d'un nombre. Donc, par exemple, si je mets multiplicité de 20, je sais que si je décompose 20 en facteurs de produits de premier distinct, ça va être 2 puissance 4 fois 5. Donc là, il y aura mes facteurs, 2 et 5. Et en dessous, il y aura la multiplicité. Donc, si vous voulez refaire le programme à la maison, juste pour dire ce que fait la fonction multiplicité ici. Voilà. Donc voilà, on retourne sur notre tableau et je vais coller ce que le programme m'a rendu. Donc la liste de tous les groupes P auto simples entre 2 et 239 inclus. Donc je vais la coller, hop. Et il me suffira juste de remplir, de colorier tous ces nombres dans le tableau et on sait que tous les groupes d'ordre qui est dans cette liste seront non simples. Juste, je vais les colorier aussi en vert, puisque en vert, j'avais colorié ceux qui étaient d'ordre puissance de P. Et comme j'ai dit, hein, les groupes d'ordre puissance de P sont strictement inclus là-dedans, hein, puisque les groupes, d'ordre puissance de P sont des groupes P auto simples. Donc je vais les colorier. Donc voilà, j'ai listé tous les groupes P autonomes simples en vert. Donc je vais juste changer la légende. Groupe P auto 1, vu que les puissances de P étaient inclus dans les groupes P autonomes simples. Donc P autonomes simples. Donc voilà, tous les groupes P autonomes simples sont coloriés en vert. Et ce sont des groupes non simples. Du coup, hein. Tous les groupes à ordre de tout ce qui est colorié en vert sont des groupes non simples. Donc, par exemple, 30, c'est pas le cas, c'est pas un groupe P autonome simple. Et on va voir juste après que c'est aussi un groupe non simple, mais pour une autre raison, car il vérifie un autre critère. C'est c'est le critère que l'ordre, c'est le critère que lorsque l'ordre d'un groupe est égal à PQR avec QR et P des premiers distincts, alors mon groupe est non simple. Donc par exemple, là c'est le cas pour 30, puisque il s'écrit comme 6 fois 5 et 2 fois 3 fois 5. Et 2, 3 et 5 sont trois premiers distincts. Donc dans ce cas-là, mon groupe est non simple. Enfin, tous les groupes d'ordre 30 sont non simples. Numéro 2. Un groupe
d'ordre PQ fois R avec P, Q et R premier distinct n'est pas simple. Ok? Ensuite, maintenant qu'on va montrer la proposition sur les premiers, hein, que tout premier qui se décompose comme A, PQR avec PQ et R distincts, eh ben, sont des groupes non simples, on va pouvoir les lister entre 0 et 240. Donc là, j'ai appelé ma fonction premier, et elle fait ça. Elle liste tous les nombres premiers de la forme PQ fois R avec PQ et R distincts entre 0 et 240. Donc je vais l'appeler. Je vais appeler toujours 239. Hop. Plutôt comme ça. Hop. Et là, donc, j'ai tous les groupes de la forme PQ et R entre 0 et 239. Donc j'ai 30. Hein. 30, c'est OK, puisque, par exemple, hein, c'est 6 fois 5, 30. Et donc, c'est 2 fois 3 fois 5. Et 2 et 3 et 5 sont bien des trois premiers distincts. Pareil pour 42, vous pouvez vérifier aussi pour 66, 70. Et là, j'ai la liste entre 0 et 239 inclus de tous les nombres premiers qui s'écrivent de manière distincte, enfin PQR avec PQR distinct. Donc, je vais les copier et je vais les inclure dans notre liste et on aura une liste bien plus grande de nombres premiers. Donc, rajoutons cette liste. Alors là, je vais les colorier en rouge. Donc, groupe dont l'ordre est de la forme P, PQR. Je vais le noter comme ça. PQR. Voilà. Donc je vais les noter comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, je les avais copiés sur mon programme. Et je vais les coller ici. Et donc je vais rajouter tous ceux qui manquent. Donc bien sûr, il y en aura en commun. Donc par exemple, 138, il est en commun. Mais je vais le laisser en vert là. L'intersection, elle n'est pas vide. Hein. Entre les groupes de la forme PQR et les groupes de P autonom simple, l'intersection n'est pas vide. Mais ce que je sais, c'est que ça va en rajouter. Donc par exemple, 30, il va être rajouté. Donc je vais les colorier en rouge. Donc là, en fait, c'est pas un critère hyper puissant parce que ça m'a rajouté juste deux groupes à ordre fixé, hein, 30 et 105, en plus de ceux que j'avais avant. Donc bien sûr, il y en a plein que j'ai pas recolorié vu que je les avais déjà. Mais ça m'a rajouté au moins ces deux groupes à ordre fixé. Donc on va donner la preuve. En preuve. Donc on va se donner soit j'ai un groupe fini, tel que l'ordre de G est égal à PQ fois R, avec PQ et R distincts. Alors on va noter. On note hein, toujours NP, le nombre de P silo, NQ, le nombre de Q silo, et NR, le nombre de R silo. Donc montrons que G est simple.
En fait, PQR avec PQR distinct, je peux supposer sans restreindre la généralité que P est strictement inférieur à Q et Q est strictement inférieur à R. Donc SRLG, supposons que P est strictement inférieur à Q, strictement inférieur à R. Ça, je peux le prendre, hein, c'est bien strict, car P, Q et R sont distincts. Et là, on va faire un raisonnement par l'absurde, toujours. Ad absurdo, il existe G, groupe simple, tel que l'ordre de G est égal à P fois Q fois R. Voilà. Donc en fait, on va utiliser 3 fois le troisième théorème de Sylow. Donc une fois avec Q. Avec NP, je veux dire. La première fois, ça va être avec NP. Donc par le troisième théorème de Sylow, NP divise QR. Hein. Je te rappelle peut-être là dans un coin que l'ordre de G est égal à P, Q fois R. Donc le nombre de P Sylow divise Q fois R. Hein. Et il est congru à 1 mode P. Si NP divise QR, alors NP divise Q ou NP divise R ou NP divise QR. Ainsi, ça implique que NP, vu que Q et R sont premiers, ils divisent 1. Ou Q, ou R, ou QR. Donc NP, il appartient à 1, Q, R, ou Q fois R. Puisqu'on suppose par l'absurde, hein, ad absurdo, il est un groupe simple, on peut enlever le cas où NP est égal à 1. Sinon, il existerait un P Sylow d'ordre P dans G, et ainsi le groupe G ne serait plus simple. Donc, puisque or G est simple, donc NP, il appartient à Q, R et QR. Mais comme en fait on avait supposé, sans restreindre la généralité, que Q est strictement inférieur à R, hein. Comme R est strictement plus grand que Q, on a bien NP strictement égal à Q. Ça va être le premier résultat, important pour la démonstration. Hein, R il est strictement plus grand que Q, NP il est forcément là-dedans. Donc NP est strictement plus grand que Q. Hein. Il n'est pas plus grand ou égal à R, puisqu'il peut être aussi égal à Q, et Q est inférieur à R. Donc il est au moins plus grand, au minimum, il est plus grand ou égal à Q. Voilà, donc ça va être le premier point. Alors le deuxième point, donc on va faire avec, on va utiliser le troisième théorème de Sylow avec NQ. Donc il doit diviser cette fois Q, il doit diviser PR. NQ doit diviser PR. Et doit être congru à 1 mode Q. Puisque NQ divise PR. Donc ça implique, hein, je ne vais pas tout réécrire, que NQ il est égal à 1 P, R ou PR. Mais G est simple. Donc NQ, il appartient
A1, AAP, R ou PR. On exclut le cas où NQ est égal à 1. Mais on va exclure aussi d'autres cas. On a NQ qui appartient à PR ou PR. Mais en fait, comme Q il est plus grand que P, Q il est plus grand que P, P ne peut pas être congru à un mode Q. C'est impossible. Donc on peut enlever ça. Donc ça implique que NQ, il appartient à RPR. Ok? Donc en particulier, avec ça, NQ il est inférieur ou il est au moins égal à R. Il est supérieur ou égal à R. Particulier, NQ il est supérieur ou égal à R. Donc ça va être le deuxième résultat important. Et le troisième, on va effectuer le troisième théorème de Sylow avec NR. Cette fois, NR il divise PQ et NR il est congru à 1 mode R. Donc NR il divise PQ, ça implique que NR il appartient à 1 PQ, forcément. Puisque G est simple, on peut exclure le cas où NR est égal à 1, puisque sinon il ne le serait plus. G est simple. Or, on avait supposé sans restreindre la généralité cette suite, P est inférieur à Q est inférieur à R. Donc forcément, on ne peut pas avoir que Q n'est pas congru à 1 mode R et P non plus. Donc ainsi, j'enlève ces deux possibilités avec la congruence. Donc NR est forcément égal à PQ. Voilà. Donc, en somme, en appliquant 3 fois le théorème de Sylow, j'obtiens que le nombre de P Sylow est supérieur ou égal à Q, le nombre de Q Sylow est supérieur ou égal à R, et le nombre de R Sylow est exactement égal à PQ, toujours en supposant par l'absurde que G est simple. Donc je vais le réécrire. On a donc en appliquant le théorème de Sylow 3 fois respectivement sur NP, le nombre de P Sylow, le nombre de Q Sylow et le nombre de R Sylow, on a obtenu que NP était supérieur ou égal à Q, que NQ était supérieur ou égal à R, et que NR est égal à PQ. Ok? Donc ça, je vais peut-être le souligner. Et en fait, comme tout à l'heure, comme pour 30, d'abord, on est d'accord pour dire que pour tout G différent du neutre, appartenant à un R Sylow, l'ordre de G est égal à R. Ça, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais peut-être faire la preuve ici. Donc si on se prend un K Sylow et un G dans K qui n'est pas le neutre, alors l'ordre de G divise l'ordre du groupe qui est égal à R. Donc l'ordre du G R est premier, donc il est égal à 1 ou R. Et puisque G n'est pas égal au neutre,
l'ordre de G est égal à R. Hein? On rappelle, comme tout à l'heure, un R silo est d'ordre R. Et dans chaque R silo, on peut montrer toujours qu'ils sont disjoints, leur intersection est vide, comme tout à l'heure. Il y a donc, en enlevant le neutre, R- éléments d'ordre R. D'ordre R. Comme on a PQ R silo, le nombre de R silo est égal à PQ, on conclut que G possède PQ fois R-1 éléments d'ordre R. Donc ensuite, on a aussi que pour tout G différent de E, qui est cette fois un Q silo, l'ordre de G est égal à Q. Je vais peut-être souligner ça. Ça pareil, je peux faire exactement le même raisonnement qu'ici. Et là, donc ça induit aussi, on va faire pareil, un Q silo est d'ordre Q. Donc chaque Q silo, il y a donc, vu qu'il est d'ordre Q, en enlevant le neutre, il y a Q-1 éléments d'ordre Q. Il y a donc Q-1 éléments d'ordre Q. En enlevant l'élément neutre. Et comme ce que j'ai encadré en rouge, NQ est supérieur ou égal à R, il y a au moins R fois Q-1 éléments d'ordre Q dans G. Donc G possède minimum R fois Q-1, vu que le nombre de Q silo est supérieur ou égal à R. Donc G possède minimum R fois Q-1 éléments d'ordre Q dans G. Là pareil, ça je vais... Donc ça c'est important. Ça c'est important. Et on va faire pour le dernier avec les NP silo. Enfin, pareil, si on se donne un élément d'un P silo qui n'est non neutre, alors l'ordre de cet élément est égal à l'ordre de P. Donc là, je vais plutôt prendre H, l'ordre de ce P silo, qui est égal à P. C'est pareil, on peut considérer... C'est pareil que tout à l'heure. Et un P silo est d'ordre P. Il y a donc P-1 éléments d'ordre P dans G. En enlevant le neutre. Et comme on a vu que NP était supérieur ou égal à Q,
il y a un minimum Q fois P-1 éléments d'ordre P dans G. Comme NP est supérieur ou égal à Q, il y a minimum Q facteur de P-1 éléments d'ordre P dans G. Ok? Donc on avait quoi? Donc là, si j'encadre ça, donc G possède PQ R-1 éléments d'ordre R. Et G possède minimum RQ-1 éléments d'ordre Q dans G. Et G possède minimum Q facteur de P-1 éléments d'ordre P. Donc si on rajoute tout ça avec l'élément neutre, pour conclure, G possède minimum, en comptant plus l'élément neutre, PQ R-1 élément d'ordre R, plus R fois Q-1 élément d'ordre Q, plus Q facteur de P-1 élément d'ordre P, et plus 1 en comptant l'élément neutre. Ok? Donc G possède minimum en comptant l'élément neutre, PQ facteur de R-1 plus R facteur de Q-1 plus Q facteur de P-1 plus 1, éléments d'ordre P, Q et R respectivement. Hein? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P, donc je développe PQR moins PQ plus RQ moins 1 plus QP moins Q plus 1. Donc là, j'ai juste développé cette ligne-là. Et ça, c'est égal à quoi? Je vois que là, j'ai PQ et là, j'ai QP. Donc ça s'en va avec ça. Ok. Ce que je peux voir aussi, c'est que le... Ah non, donc là, c'est moins R. Hein. C'est moins RQ moins R. C'est pas moins 1. On va calculer. Donc ça, c'est égal à PQR, en réécrivant, hein, plus RQ moins R moins Q plus 1. Et si je factorise, maintenant il y a une factorisation astucieuse à faire. C'est plus R moins 1 fois Q moins 1. Ça, c'est bien égal à ça, hein, c'est une factorisation. RQ moins R moins Q plus 1. C'est bon? Et ça, c'est strictement plus grand que PQR. Hein? Car ça, c'est plus grand que 0. Pourquoi? Parce que chacun des deux produits est plus grand que 0, vu que R et Q sont premiers. Donc plus grand que 2 en particulier. Donc ça, c'est plus grand que 0. Donc ça, c'est plus grand que 0. Donc en fait, pour conclure, G il possède minimum des éléments plus grands que strictement plus grands que son cardinal. Donc en fait, on arrive à l'absurdité que G est plus grand à lui-même, est plus grand que son cardinal, quoi, que son ordre. Donc ça, c'est absurde. Donc c'est bien qu'on a supposé quelque chose de faux. Donc en somme, G est non simple. Hein, c'est bien qu'on a supposé ad absurdo. Donc G est non simple.